20 ans après, partie 5. Chapitre 17. La diplomatie d'Athos. D'Artagnan s'était mis au lit bien moins pour dormir que pour être seul et penser à tout ce qu'il avait vu et entendu dans cette soirée. Comme il était d'un bon naturel et qu'il avait eu tout d'abord pour Athos un penchant instinctif qui avait fini par devenir une amitié sincère, il fut enchanté de trouver un homme brillant d'intelligence et de force au lieu de cet ivrogne abruti qu'il s'attendait à voir cuver son vin sur quelque fumier. Il accepta, sans trop regimber, cette supériorité constante d'Athos sur lui, et, au lieu de ressentir la jalousie et le désappointement qui eussent attristé une nature moins généreuse, il n'éprouva en résumé qu'une joie sincère et loyale qui lui fit concevoir pour sa négociation les plus favorables espérances. Cependant, il lui semblait qu'il ne retrouvait point Athos franc et clair sur tous les points. Qu'était-ce que ce jeune homme qu'il disait avoir adopté et qui avait avec lui une si grande ressemblance? Qu'était-ce que ce retour à la vie du monde et cette sobriété exagérée qu'il avait remarquée à table? Une chose même insignifiante en apparence, cette absence de Grimaud, dont Athos ne pouvait se séparer autrefois, et dont le nom même n'avait pas été prononcé, malgré les ouvertures faites à ce sujet. Tout cela inquiétait d'Artagnan. Il ne possédait donc plus la confiance de son ami. Ou bien Athos était attaché à quelque chaîne invisible, ou bien encore prévenu d'avance contre la visite qu'il lui faisait. Il ne put s'empêcher de songer à Rochefort, à ce qu'il lui avait dit à l'église Notre-Dame. Rochefort aurait-il précédé d'Artagnan chez Athos? D'Artagnan n'avait pas de temps à perdre en longues études. Aussi résolut-il d'en venir dès le lendemain à une explication. Ce peu de fortune d'Athos, si habilement déguisé, annonçait l'envie de paraître et trahissait un reste d'ambition facile à réveiller. La vigueur d'esprit et la netteté d'idées d'Athos en faisaient un homme plus prompt qu'un autre à s'émouvoir. Il entrerait dans les plans du ministre avec d'autant plus d'ardeur que son activité naturelle serait doublée d'une dose de nécessité. Ces idées maintenaient d'Artagnan éveillé malgré sa fatigue. Il dressait ses plans d'attaque, et quoiqu'il sût qu'Athos était un rude adversaire, il fixa l'action au lendemain après le déjeuner. Cependant, il se dit aussi, d'un autre côté, que sur un terrain si nouveau, il fallait s'avancer avec prudence, étudier pendant plusieurs jours les connaissances d'Athos, suivre ses nouvelles habitudes et s'en rendre compte, essayer de tirer du naïf jeune homme, soit en faisant des armes avec lui, soit en courant quelque gibier, les renseignements intermédiaires qui lui manquaient pour joindre l'Athos d'autrefois à l'Athos d'aujourd'hui. Et cela devait être facile, car le précepteur devait avoir déteint sur le cœur et l'esprit de son élève. Mais d'Artagnan lui-même, qui était un garçon d'une grande finesse, comprit sur-le-champ quelle chance il donnerait contre lui au cas où une indiscrétion ou une maladresse laisserait à découvert ses manœuvres à l'œil exercé d'Athos. Puis, faut-il le dire, d'Artagnan, tout prêt à user de ruse contre la finesse d'Aramis ou la vanité de Porthos, d'Artagnan avait honte de biaiser avec Athos, l'homme franc, le cœur loyal. Il lui semblait qu'en le reconnaissant leur maître en diplomatie, Aramis et Porthos l'en estimeraient davantage, tandis qu'au contraire, Athos l'en estimerait moins. Ah, pourquoi Grimaud, le silencieux Grimaud, n'est-il pas ici? Disait d'Artagnan. Il y a bien des choses dans son silence que j'aurais comprises. Grimaud avait un silence si éloquent. Cependant, toutes les rumeurs s'étaient éteintes successivement dans la maison. D'Artagnan avait entendu se fermer les portes et les volets, puis, après s'être répondus quelque temps les uns aux autres dans la campagne, les chiens s'étaient tus à leur tour. Enfin, un rossignol perdu dans un massif d'arbres avait quelque temps égrené au milieu de la nuit ses gammes harmonieuses et s'était endormi. Il ne se faisait plus dans le château qu'un bruit de pas égal et monotone au-dessous de sa chambre. Il supposait que c'était la chambre d'Athos. Il se promène et réfléchit, pensa d'Artagnan. Mais à quoi?
c'est ce qu'il est impossible de savoir. On pouvait deviner le reste, mais non pas cela. Enfin, Athos se mit au lit sans doute, car ce dernier bruit s'éteignit. Le silence et la fatigue unis ensemble vainquirent d'Artagnan. Il ferma les yeux à son tour, et presque aussitôt, le sommeil le prit. D'Artagnan n'était pas dormeur. À peine l'aube eut-elle doré ses rideaux qu'il sauta en bas de son lit et ouvrit les fenêtres. Il lui sembla alors voir à travers la jalousie quelqu'un qui rôdait dans la cour en évitant de faire du bruit. Selon son habitude de ne rien laisser passer à sa portée sans s'assurer de ce que c'était, d'Artagnan regarda attentivement, sans faire aucun bruit, et reconnut le juste-au-corps grenat et les cheveux bruns de Raoul. Le jeune homme, car c'était bien lui, ouvrit la porte de l'écurie, en tira le cheval-bai qu'il avait déjà monté la veille, le sella et brida lui-même avec autant de promptitude et de dextérité qu'eût pu le faire le plus habile écuyer. Puis il fit sortir l'animal par l'allée droite du potager, ouvrit une petite porte latérale qui donnait sur un sentier, tira son cheval dehors, la referma derrière lui, et alors, par-dessus la crête du mur, d'Artagnan le vit passer comme une flèche en se courbant sous les branches pendantes et fleuries des érables et des acacias. D'Artagnan avait remarqué la veille que le sentier devait conduire à Blois. « Eh eh !» dit le Gascon, « voici un gaillard qui fait déjà des siennes, et qui ne me paraît point partager les haines d'Athos contre le beau sexe. Il ne va pas chasser, car il n'a ni arme ni chien. Il ne remplit pas un message, car il se cache. De qui se cache-t-il? Est-ce de moi ou de son père? Car je suis sûr que le comte est son père. Parbleu! Quant à cela, je le saurai, car j'en parlerai tout net à Athos. » Le jour grandissait. Tous ces bruits que d'Artagnan avait entendus s'éteindre successivement la veille se réveillaient l'un après l'autre. L'oiseau dans les branches, le chien dans l'étable, les moutons dans les champs, les bateaux amarrés sur la Loire paraissaient eux-mêmes s'animer, se détachant du rivage et se laissant aller au fil de l'eau. D'Artagnan resta ainsi à sa fenêtre pour ne réveiller personne, puis, lorsqu'il eut entendu les portes et les volets du château s'ouvrir, il donna un dernier pli à ses cheveux, un dernier tour à sa moustache, brossa par habitude les rebords de son feutre avec la manche de son pourpoint, et descendit. Il avait à peine franchi la dernière marche du perron qu'il aperçut Athos baissé vers terre et dans l'attitude d'un homme qui cherche un écu dans le sable. « Eh, bonjour, cher hôte, dit d'Artagnan. Bonjour, cher ami, la nuit a-t-elle été bonne? Excellente, Athos, comme votre lit, comme votre souper d'hier soir qui devait me conduire au sommeil, comme votre accueil quand vous m'avez revu. Mais que regardiez-vous donc là si attentivement? Seriez-vous devenu amateur de tulipes par hasard? Mon cher ami, il ne faudrait pas pour cela vous moquer de moi. À la campagne, les goûts changent fort et on arrive à aimer, sans y faire attention, toutes ces belles choses que le regard de Dieu fait sortir du fond de la terre et que l'on méprise fort dans les villes. Je regardais tout bonnement des iris que j'avais déposés près de ce réservoir et qui ont été écrasés ce matin. Ces jardiniers sont les gens les plus maladroits du monde. En ramenant le cheval après lui avoir fait tirer de l'eau, ils l'auront laissé marcher dans la plate-bande. D'Artagnan se prit à sourire. « Ah, dit-il, vous croyez ?» Et il amena son ami le long de l'allée, où bon nombre de pas pareils à celui qui avait écrasé les iris étaient imprimés. « Les voici encore, ce me semble. Tenez, Athos, dit-il indifféremment. « Mais oui, et des pas tout frais. »« Tout frais, répéta d'Artagnan. « Qui donc est sorti par ici ce matin ?» se demanda Athos avec inquiétude. « Un cheval se serait-il échappé de l'écurie ?»« Ce n'est pas probable, dit d'Artagnan, car les pas sont très égaux et très reposés. »« Où est Raoul ?» s'écria Athos. « Et comment se fait-il que je ne l'ai pas aperçu ?»« Chut !» dit d'Artagnan en mettant avec un sourire son doigt sur sa bouche. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda Athos. D'Artagnan raconta ce qu'il avait vu,
en épiant la physionomie de son hôte. « Ah, je devine tout maintenant, » dit Athos avec un léger mouvement d'épaule. « Le pauvre garçon est allé à Blois. » « Pourquoi faire ? » ?»« Eh, mon Dieu, pour savoir des nouvelles de la petite Lavallière. Vous savez, cet enfant qui s'est foulé hier le pied. »« Vous croyez ? » dit d'Artagnan incrédule. « Non seulement je le crois, mais j'en suis sûr, » répondit Athos. « N'avez-vous donc pas remarqué que Raoul est amoureux ? » « Bon, de qui ? De cet enfant de 7 ans ? Mon cher, à l'âge de Raoul, le cœur est si plein qu'il faut bien le répandre sur quelque chose, rêve ou réalité. Eh bien, son amour à lui est moitié l'un, moitié l'autre. »« Vous voulez rire ? Quoi ? Cette petite fille ? N'avez-vous donc pas regardé ? C'est la plus jolie petite créature qui soit au monde. Des cheveux d'un blond d'argent, des yeux bleus déjà mutins et langoureux à la fois. Mais que dites-vous de cet amour ? Je ne dis rien, je ris et je me moque de Raoul. Mais ses premiers besoins du cœur sont tellement impérieux, ces épanchements de la mélancolie amoureuse chez les jeunes gens sont si doux et si amers tout ensemble, que cela paraît avoir souvent tous les caractères de la passion. Moi, je me rappelle qu'à l'âge de Raoul, j'étais devenu amoureux d'une statue grecque que le bon roi Henri IV avait donnée à mon père, et que je pensais devenir fou de douleur, lorsqu'on me dit que l'histoire de Pygmalion n'était qu'une fable. C'est du désœuvrement. Vous n'occupez pas assez Raoul, et il cherche à s'occuper de son côté. Pas autre chose. Aussi songeais-je à l'éloigner d'ici. Et vous ferez bien. Sans doute, mais ce sera lui briser le cœur, et il souffrira autant que pour un véritable amour. Depuis 3 ou 4 ans, et à cette époque lui-même était un enfant, il s'est habitué à parer et à admirer cette petite idole qu'il finirait un jour par adorer s'il restait ici. Ces enfants rêvent tout le jour ensemble et causent de 1000 choses sérieuses comme de vrais amants de 20 ans. Bref, cela a fait longtemps sourire les parents de la petite de Lavallière, mais je crois qu'ils commencent à froncer le sourcil. Enfantillage, mais Raoul a besoin d'être distrait. Éloignez-le bien vite d'ici, ou, morbleu, vous n'en ferez jamais un homme. Je crois, dit Athos, que je vais l'envoyer à Paris. Ah, fit d'Artagnan, et il pensa que le moment des hostilités était arrivé. Si vous voulez, dit-il, nous pouvons faire un sort à ce jeune homme. Ah, fit à son tour Athos, je veux même vous consulter sur quelque chose qui m'est passé en tête. Faites. Croyez-vous que le temps soit venu de prendre du service ? Mais n'êtes-vous pas toujours au service, vous, d'Artagnan ? Je m'entends. Du service actif. La vie d'autrefois n'a-t-elle plus rien qui vous tente ? Et, si des avantages réels vous attendaient, ne seriez-vous pas bien aise de recommencer en ma compagnie et en celle de notre ami Porthos les exploits de notre jeunesse ? C'est une proposition que vous me faites alors, dit Athos. Nette et franche. Pour rentrer en campagne ? Oui. De la part de qui et contre qui ? Demanda tout à coup Athos, en attachant son œil si clair et si bienveillant sur le Gascon. Ah, diable, vous êtes pressant. Et surtout précis. Écoutez bien, d'Artagnan. Il n'y a qu'une personne, ou plutôt une cause, à qui un homme comme moi puisse être utile, celle du roi. Voilà précisément, dit le mousquetaire. Oui, mais entendons-nous, reprit sérieusement Athos. Si par la cause du roi vous entendez celle de M. de Mazarin, nous cessons de nous comprendre. Je ne dis pas précisément, répondit le Gascon embarrassé. Voyons, d'Artagnan, dit Athos, ne jouons pas au plus fin. Votre hésitation, vos détours me disent de quelle part vous venez. Cette cause, en effet, on ose l'avouer hautement, et lorsqu'on recrute pour elle, c'est l'oreille basse et la voix embarrassée. Ah, mon cher Athos, dit d'Artagnan. Ah, vous savez bien, reprit Athos, que je ne parle pas pour vous, qui êtes la perle des gens braves et hardis. Je vous parle de cet Italien mesquin et intrigant, de ce cuistre qui essaie de mettre sur sa tête une couronne qu'il a volée sous un oreiller, de ce faquin qui appelle son parti le parti du roi,
et qui s'avise de faire mettre des princes du sang en prison, n'osant pas les tuer, comme faisait notre cardinal à nous, le grand cardinal. Infesse Mathieu, qui pèse ses écus d'or et garde les rogniers, de peur, quoiqu'il triche, de les perdre à son jeu du lendemain. Un drôle, enfin, qui maltraite la reine, à ce qu'on assure. Au reste, tant pis pour elle. Et qui va d'ici à 3 mois nous faire une guerre civile pour garder ses pensions. C'est là le maître que vous me proposez, d'Artagnan? Grand merci. Vous êtes plus vif qu'autrefois, Dieu me pardonne, dit d'Artagnan, et les années ont échauffé votre sang au lieu de le refroidir. Qui vous dit donc que ce soit là mon maître et que je veuille vous l'imposer? Diable, s'était dit le Gascon, ne livrons pas nos secrets à un homme si mal disposé. Mais alors, cher ami, reprit Athos, qu'est-ce donc que ces propositions? Eh, mon Dieu, rien de plus simple. Vous vivez dans vos terres, vous, et il paraît que vous êtes heureux dans votre médiocrité dorée. Porthos a 50 ou 60 000 livres de revenus peut-être, Aramis a toujours 15 duchesses qui se disputent le prélat, comme elles se disputaient le mousquetaire. C'est encore un enfant gâté du sort, mais moi, que fais-je en ce monde? Je porte ma cuirasse et mon buffle depuis 20 ans, cramponné à ce grade insuffisant, sans avancer, sans reculer, sans vivre. Je suis mort en un mot. Eh bien, lorsqu'il s'agit pour moi de ressusciter un peu, vous venez tous me dire, c'est un faquin, c'est un drôle, un cuistre, un mauvais maître. Eh, parbleu, je suis de votre avis, moi, mais trouvez-moi un meilleur, ou faites-moi des rentes. Athos réfléchit 3 secondes, et pendant ces 3 secondes, il comprit la ruse de d'Artagnan, qui, pour s'être trop avancé tout d'abord, rompait maintenant afin de cacher son jeu. Il vit clairement que les propositions qu'on venait de lui faire étaient réelles et se fussent déclarées dans tout leur développement pour peu qu'il eût prêté l'oreille. Bon, se dit-il, d'Artagnan est un Mazarin. De ce moment, il s'observa avec une extrême prudence. De son côté, d'Artagnan joua plus serré que jamais. Mais enfin, vous avez une idée? Continua Athos. Assurément. Je voulais prendre conseil de vous tous et aviser au moyen de faire quelque chose, car les uns sans les autres, nous serons toujours incomplets. C'est vrai, vous me parliez de Porthos. L'avez-vous donc décidé à chercher fortune? Mais cette fortune, il l'a. Sans doute, il l'a, mais l'homme est ainsi fait, il désire toujours quelque chose. Et que désire Porthos? D'être baron. Ah, c'est vrai, j'oubliais, dit Athos en riant. C'est vrai, pensa d'Artagnan, et d'où a-t-il appris cela? Correspondrait-il avec Aramis? Ah, si je savais cela, je saurais tout. La conversation finit là, car Raoul entra juste en ce moment. Athos voulut le gronder sans aigreur, mais le jeune homme était si chagrin qu'il n'en eut pas le courage, et qu'il s'interrompit pour lui demander ce qu'il avait. « Est-ce que notre petite voisine irait plus mal ?» dit d'Artagnan. « Ah, monsieur, reprit Raoul, presque suffoqué par la douleur, sa chute est grave, et, sans difformité apparente, le médecin craint qu'elle ne boite toute sa vie. »« Ah, ce serait affreux, dit Athos. » D'Artagnan avait une plaisanterie au bout des lèvres, mais en voyant la part que prenait Athos à ce malheur, il se retint. « Ah, monsieur, ce qui me désespère surtout, reprit Raoul, c'est que ce malheur, c'est moi qui en suis cause. »« Comment vous, Raoul ?» demanda Athos. « Sans doute, n'est-ce point pour accourir à moi qu'elle a sauté du haut de cette pile de bois? »« Il ne vous reste plus qu'une ressource, mon cher Raoul, c'est de l'épouser en expiation, dit d'Artagnan. « Ah, monsieur, dit Raoul, vous plaisantez avec une douleur réelle, c'est mal, cela. » Et Raoul, qui avait besoin d'être seul pour pleurer tout à son aise, rentra dans sa chambre, d'où il ne sortit qu'à l'heure du déjeuner. La bonne intelligence des 2 amis n'avait pas le moins du monde été altérée par l'escarmouche du matin. Aussi déjeunèrent-ils du meilleur appétit, regardant de temps en temps le pauvre Raoul qui, les yeux tout humides et le cœur gros, mangeait à peine. À la fin du déjeuner, 2 lettres arrivèrent,
qu'Athos lut avec une extrême attention, sans pouvoir s'empêcher de tressaillir plusieurs fois. D'Artagnan, qui le vit lire ses lettres d'un côté de la table à l'autre, et dont la vue était perçante, jura qu'il reconnaissait, à n'en pas douter, la petite écriture d'Aramis. Quant à l'autre, c'était une écriture de femme, longue et embarrassée. « Allons, dit d'Artagnan à Raoul, voyant qu'Athos désirait demeurer seul, soit pour répondre à ses lettres, soit pour y réfléchir. Allons faire un tour dans la salle d'armes, cela vous distraira. » Le jeune homme regarda Athos, qui répondit à ce regard par un signe d'assentiment. Tous deux passèrent dans une salle basse où étaient suspendus des fleurets, des masques, des gants, des plastrons, et tous les accessoires de l'escrime. « Eh bien, dit Athos en arrivant un quart d'heure après. « C'est déjà votre main, mon cher Athos, dit d'Artagnan, et s'il avait votre sang-froid, je n'aurais que des compliments à lui faire. » Quant au jeune homme, il était un peu honteux. Pour une ou deux fois qu'il avait touché d'Artagnan, soit au bras, soit à la cuisse, celui-ci l'avait boutonné 20 fois en plein corps. En ce moment, Charlot entra porteur d'une lettre très pressée pour d'Artagnan qu'un messager venait d'apporter. Ce fut au tour d'Athos de regarder du coin de l'œil. D'Artagnan lut la lettre sans aucune émotion apparente et après avoir lu, avec un léger hochement de tête. « Voyez, mon cher ami, dit-il, ce que c'est que le service, et vous avez, ma foi, bien raison de n'en pas vouloir reprendre. Monsieur de Tréville est malade, et voilà la compagnie qui ne peut se passer de moi, de sorte que mon congé se trouve perdu. »« Vous retournez à Paris ?» dit vivement Athos. « Eh, mon Dieu, oui, dit d'Artagnan. Mais n'y venez-vous pas vous-même » Athos rougit un peu et répondit. « Si j'y allais, je serais fort heureux de vous voir. »« Holà, Planchet !» s'écria d'Artagnan de la porte. « Nous partons dans 10 minutes. Donnez la voie nos chevaux. » Puis, se retournant vers Athos. « Il me semble qu'il me manque quelque chose ici, et je suis vraiment désespéré de vous quitter sans avoir revu ce bon Grimaud. »« Grimaud ?» dit Athos. « Ah, c'est vrai ? Je m'étonnais aussi que vous ne me demandassiez pas de ces nouvelles. Je l'ai prêté à un de mes amis. »« Qui comprendra ces signes ?» dit d'Artagnan. « Je l'espère, » dit Athos. Les deux amis s'embrassèrent cordialement. D'Artagnan serra la main de Raoul, fit promettre à Athos de le visiter s'il venait à Paris, de lui écrire s'il ne venait pas, et il monta à cheval. Planchet, toujours exact, était déjà en selle. « Ne venez-vous point avec moi ?» dit-il en riant à Raoul. « Je passe par Blois. » Raoul se retourna vers Athos, qui le retint d'un signe imperceptible. « Non, monsieur, répondit le jeune homme, je reste près de monsieur le comte. »« En ce cas, adieu tous deux, mes bons amis, dit d'Artagnan en leur serrant une dernière fois la main, et Dieu vous garde. » Comme nous nous disions chaque fois que nous nous quittions du temps du feu cardinal. Athos lui fit un signe de la main, Raoul une révérence, et d'Artagnan et Planchet partirent. Le comte les suivit des yeux, la main appuyée sur l'épaule du jeune homme, dont la taille égalait presque la sienne. Mais aussitôt qu'ils eurent disparu derrière le mur, « Raoul, dit le comte, nous partons ce soir pour Paris. »« Comment ?» dit le jeune homme en pâlissant. « Vous pouvez aller présenter mes adieux et les vôtres à madame de Saint-Rémy. Je vous attendrai ici à 7 heures. » Le jeune homme s'inclina avec une expression mêlée de douleur et de reconnaissance, et se retira pour aller seller son cheval. Quant à d'Artagnan, à peine hors de vue de son côté, il avait tiré la lettre de sa poche et l'avait relue. « Revenez sur le champ à Paris, J.M. »« La lettre est sèche, murmura d'Artagnan, et s'il n'y avait un post-scriptum, peut-être ne l'eussé-je pas comprise. Mais heureusement, il y a un post-scriptum. » Et il lut ce fameux post-scriptum qui lui faisait passer par-dessus la sécheresse de la lettre. « P.S. Passez chez le trésorier du roi à Blois. Dites-lui votre nom et montrez-lui cette lettre. Vous toucherez 200 pistoles. »« Décidément, dit d'Artagnan, j'aime cette prose, et le cardinal écrit mieux que je ne croyais. Allons, Planchet, allons rendre visite à monsieur le trésorier du roi, et puis piquons. »
Vers Paris, monsieur. Vers Paris. Et tous deux partirent au plus grand trot de leur monture. Chapitre 18. Monsieur de Beaufort. Voici ce qui était arrivé, et quelles étaient les causes qui nécessitaient le retour de d'Artagnan à Paris. Un soir que Mazarin, selon son habitude, se rendait chez la reine à l'heure où tout le monde s'en était retiré, et qu'en passant près de la salle des gardes, dont une porte donnait sur ses antichambres, il avait entendu parler haut dans cette chambre, il avait voulu savoir de quel sujet s'entretenaient les soldats, s'était approché à pas de loup, selon son habitude, avait poussé la porte et, par l'entrebâillement, avait passé la tête. Il y avait une discussion parmi les gardes. « Et moi je vous réponds, disait l'un d'eux, que si Coysel a prédit cela, la chose est aussi sûre que si elle était arrivée. Je ne le connais pas, mais j'ai entendu dire qu'il était non seulement astrologue, mais encore magicien. Peste, mon cher, s'il est de tes amis, prends garde, tu lui rends un mauvais service. Pourquoi cela? Parce qu'on pourrait bien lui faire un procès. Ah bah, on ne brûle plus les sorciers aujourd'hui. Non, il me semble cependant qu'il n'y a pas si longtemps que le feu cardinal a fait brûler Urbain Grandier. J'en sais quelque chose, moi. J'étais de garde au bûcher et je l'ai vu rôtir. Mon cher, Urbain Grandier n'était pas un sorcier, c'était un savant, ce qui est tout autre chose. Urbain Grandier ne prédisait pas l'avenir, il savait le passé, ce qui quelquefois est bien pis. Mazarin hocha la tête en signe d'assentiment, mais désirant connaître la prédiction sur laquelle on discutait, il demeura à la même place. « Je ne te dis pas, reprit le garde, que Coysel ne soit pas un sorcier, mais je te dis que s'il publie d'avance sa prédiction, c'est le moyen qu'elle ne s'accomplisse point. » Pourquoi? Sans doute, si nous nous battons l'un contre l'autre et que je te dise « je vais te porter ou un coup droit ou un coup de seconde », tu pareras tout naturellement. Eh bien, si Coysel dit assez haut pour que le cardinal l'entende, avant tel jour tel prisonnier se sauvera, il est bien évident que le cardinal prendra si bien ses précautions que le prisonnier ne se sauvera pas. « Eh, mon Dieu !» dit un autre qui semblait dormir, couché sur un banc, et qui, malgré son sommeil apparent, ne perdait pas un mot de la conversation. « Eh, mon Dieu, croyez-vous que les hommes puissent échapper à leur destinée? S'il est écrit là-haut que le duc de Beaufort doit se sauver, M. de Beaufort se sauvera, et toutes les précautions du cardinal n'y feront rien. » Mazarin tressaillit. Il était italien, c'est-à-dire superstitieux. Il s'avança rapidement au milieu des gardes, qui, l'apercevant, interrompirent leur conversation. « Que disiez-vous donc, messieurs, fit-il, avec son air caressant, que M. de Beaufort s'était évadé, je crois? »« Oh, non, monseigneur, dit le soldat incrédule. Pour le moment, il n'a garde. On disait seulement qu'il devait se sauver. »« Et qui dit cela? » ?»« Voyons, répétez votre histoire, Saint-Laurent, dit le garde, se tournant vers le narrateur. « Monseigneur, dit le garde, je racontais purement et simplement à ces messieurs ce que j'ai entendu dire de la prédiction d'un nommé Coysel, qui prétend que, si bien gardé que soit M. de Beaufort, il se sauvera avant la Pentecôte. »« Et ce Coysel est un rêveur, un fou ?» reprit le cardinal, toujours souriant. « Non pas, dit le garde, tenace dans sa crédulité, il a prédit beaucoup de choses qui sont arrivées, comme par exemple que la reine accoucherait d'un fils, que M. de Coligny serait tué dans son duel avec le duc de Guise, enfin que le coadjuteur serait nommé cardinal. Eh bien, la reine est accouchée non seulement d'un premier fils, mais encore 2 ans après d'un second, et M. de Coligny a été tué. »« Oui, dit Mazarin, mais le coadjuteur n'est pas encore cardinal. »« Non, monseigneur, dit le garde, mais il le sera. » Mazarin fit une grimace qui voulait dire « Il ne tient pas encore la barrette. » Puis il ajouta « Ainsi, votre avis, mon ami, est que M. de Beaufort doit se sauver. »« C'est si bien mon avis, monseigneur, dit le soldat, que si votre éminence m'offrait à cette heure la place de M. de Chavigny, c'est-à-dire celle du gouverneur du château de Vincennes, je ne l'accepterais pas. Oh, le lendemain de la Pentecôte, ce serait autre chose. »
Il n'y a rien de plus convaincant qu'une grande conviction. Elle influe même sur les incrédules. Et, loin d'être incrédule, nous l'avons dit, Mazarin était superstitieux. Il se retira donc tout pensif. « Le ladre, dit le garde qui était accoudé contre la muraille, il fait semblant de ne pas croire à votre magicien, Saint-Laurent, pour n'avoir rien à vous donner. Mais il ne sera pas plutôt rentré chez lui qu'il fera son profit de votre prédiction. » En effet, au lieu de continuer son chemin vers la chambre de la reine, Mazarin rentra dans son cabinet et, appelant Bernouin, il donna l'ordre que le lendemain, au point du jour, on lui alla chercher l'exempt qu'il avait placé auprès de M. de Beaufort et qu'on l'éveilla aussitôt qu'il arriverait. Sans s'en douter, le garde avait touché du doigt la plaie la plus vive du cardinal. Depuis 5 ans que M. de Beaufort était en prison, il n'y avait pas 2 jours que Mazarin ne pensât qu'à un moment ou à un autre il en sortirait. On ne pouvait pas retenir prisonnier toute sa vie un petit-fils de Henri IV, surtout quand ce petit-fils de Henri IV avait à peine 30 ans. Mais, de quelque façon qu'il en sortît, quelle haine n'avait-il pas dû, dans sa captivité, amasser contre celui à qui il la devait, qu'il avait pris riche, brave, glorieux, aimé des femmes, craint des hommes, pour retrancher de sa vie ses plus belles années, car ce n'est pas exister que de vivre en prison. En attendant, Mazarin redoublait de surveillance contre M. de Beaufort. Seulement, il était pareil à l'avare de la fable, qui ne pouvait dormir près de son trésor. Bien des fois la nuit, il se réveillait en sursaut, rêvant qu'on lui avait volé M. de Beaufort. Alors, il s'informait de lui, et, à chaque information qu'il prenait, il avait la douleur d'entendre que le prisonnier jouait, buvait, chantait, que c'était merveille, mais que tout en jouant, buvant et chantant, il s'interrompait toujours pour jurer que le Mazarin lui payerait cher tout ce plaisir qu'il le forçait de prendre à Vincennes. Cette pensée avait fort préoccupé le ministre pendant son sommeil. Aussi, lorsqu'à 7 heures du matin, Bernouin entra dans sa chambre pour le réveiller, son premier mot fut « Et qu'y a-t-il? Est-ce que M. de Beaufort s'est sauvé de Vincennes ?»« Je ne crois pas, monseigneur, » dit Bernouin, dont le calme officiel ne se démentait jamais. « Mais, en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles, car l'exempt Laramée, que l'on a envoyé chercher ce matin à Vincennes, est là qui attend les ordres de votre éminence. »« Ouvrez et faites-le entrer, » dit Mazarin, en accommodant ses oreillers de manière à le recevoir assis dans son lit. L'officier entra. C'était un grand et gros homme joufflu et de bonne mine. Il avait un air de tranquillité qui donna des inquiétudes à Mazarin. « Ce drôle-là m'a tout l'air d'un sot, » murmura-t-il. L'exempt demeurait debout et silencieux à la porte. « Approchez, monsieur, » dit Mazarin. L'exempt obéit. « Savez-vous ce qu'on dit ici ?» continua le cardinal. « Non, votre éminence. »« Eh bien, l'on dit que M. de Beaufort va se sauver de Vincennes, s'il ne l'a déjà fait. » La figure de l'officier exprima la plus profonde stupéfaction. Il ouvrit tout ensemble ses petits yeux et sa grande bouche, pour mieux humer la plaisanterie que son éminence lui faisait l'honneur de lui adresser. Puis, ne pouvant tenir plus longtemps son sérieux à une pareille supposition, il éclata de rire, mais d'une telle façon que ses gros membres étaient secoués par cette hilarité comme par une fièvre violente. Mazarin fut enchanté de cette expansion peu respectueuse, mais cependant il ne cessa de garder son air grave. Quand Laramée eut bien ri, et qu'il se fut essuyé les yeux, il crut qu'il était temps enfin de parler et d'excuser l'inconvenance de sa gaieté. « Se sauver, monseigneur, dit-il, se sauver. Mais votre éminence ne sait donc pas où est M. de Beaufort ? » « Si fait, monsieur. Je sais qu'il est au donjon de Vincennes. »« Oui, monseigneur, dans une chambre dont les murs ont 7 pieds d'épaisseur, avec des fenêtres à grillages croisés, dont chaque barreau est gros comme le bras. »« Monsieur, dit Mazarin, avec de la patience, on perce tous les murs, et avec un ressort de montre, on scie un barreau. Mais monseigneur ignore donc qu'il a près de lui 8 gardes, 4 dans son antichambre et 4 dans sa chambre, et que ces gardes ne le quittent jamais. Mais il sort de sa chambre,
Il joue au mail, il joue à la paume. Monseigneur, ce sont les amusements permis aux prisonniers. Cependant, si votre éminence le veut, on les lui retranchera. Non pas, dit le Mazarin, qui craignait, en lui retranchant ses plaisirs, que si son prisonnier sortait jamais de Vincennes, il n'en sortît encore plus exaspéré contre lui. Seulement, je demande avec qui il joue. Monsieur, il joue avec l'officier de garde, ou bien avec moi, ou bien avec les autres prisonniers. Mais n'approche-t-il point des murailles en jouant? Monseigneur, votre éminence ne connaît-elle point les murailles? Les murailles ont 60 pieds de hauteur, et je doute que M. de Beaufort soit encore assez las de la vie pour risquer de se rompre le cou en sautant du haut en bas. Fit le cardinal, qui commençait à se rassurer. Vous dites donc, mon cher monsieur la Ramée, qu'à moins que M. de Beaufort ne trouve moyen de se changer en petit oiseau, je réponds de lui. Prenez garde. Vous vous avancez fort, reprit Mazarin. M. de Beaufort a dit aux gardes qui le conduisaient à Vincennes qu'il avait souvent pensé au cas où il serait emprisonné et que dans ce cas, il avait trouvé 40 manières de s'évader de prison. Monseigneur, si parmi ces 40 manières il y en avait une bonne, répondit la Ramée, il serait dehors depuis longtemps. Allons, pas si bête que je croyais, murmura Mazarin. D'ailleurs, monseigneur oublie que M. de Chavigny est gouverneur de Vincennes, continua la Ramée, et que M. de Chavigny n'est pas des amis de M. de Beaufort. Oui, mais M. de Chavigny s'absente. Quand il s'absente, je suis là. Mais quand vous vous absentez vous-même? Oh, quand je m'absente moi-même, j'ai en mon lieu et place un gaillard qui aspire à devenir exempt de sa majesté, et qui, je vous en réponds, fait bonne garde. Depuis 3 semaines que je l'ai pris à mon service, je n'ai qu'un reproche à lui faire, c'est d'être trop dur aux prisonniers. Et quel est ce Cerbère? Demanda le cardinal. Un certain monsieur Grimaud, monseigneur. Et que faisait-il avant d'être près de vous à Vincennes? Mais il était en province, à ce que m'a dit celui qui me l'a recommandé. Il s'y est fait je ne sais quelle méchante affaire, à cause de sa mauvaise tête, et je crois qu'il ne serait pas fâché de trouver l'impunité sous l'uniforme du roi. Et qui vous a recommandé cet homme? L'intendant de monsieur le duc de Gramont. Alors, on peut s'y fier, à votre avis? Comme à moi-même, monseigneur. Ce n'est pas un bavard? Jésus Dieu, monseigneur, j'ai cru longtemps qu'il était muet. Il ne parle et ne répond que par signes. Il paraît que c'est son ancien maître qui l'a dressé à cela. Eh bien, dites-lui, mon cher monsieur la Ramée, reprit le cardinal, que s'il nous fait bonne et fidèle garde, on fermera les yeux sur ses escapades de province, qu'on lui mettra sur le dos un uniforme qui le fera respecter, et dans les poches de cet uniforme, quelques pistoles pour boire à la santé du roi. Mazarin était fort large en promesses. C'était tout le contraire de ce bon monsieur Grimaud que vantait la Ramée, lequel parlait peu et agissait beaucoup. Le cardinal fit encore à la Ramée une foule de questions sur le prisonnier, sur la façon dont il était nourri, logé et couché, auxquelles celui-ci répondit d'une façon si satisfaisante qu'il le congédia presque rassuré. Puis, comme il était 9 heures du matin, il se leva, se parfuma, s'habilla et passa chez la reine pour lui faire part des causes qui l'avaient retenu chez lui. La reine, qui ne craignait guère moins M. de Beaufort que le cardinal le craignait lui-même, et qui était presque aussi superstitieuse que lui fit répéter mot pour mot toutes les promesses de la Ramée et tous les éloges qu'il donnait à son second. Puis, lorsque le cardinal eut fini, « Hélas, monsieur, dit-elle à demi-voix, que n'avons-nous un Grimaud auprès de chaque prince ?» Patience, dit Mazarin avec son sourire italien, cela viendra peut-être un jour. Mais en attendant... Eh bien, en attendant, je vais toujours prendre mes précautions. Sur ce, il avait écrit à d'Artagnan de presser son retour. Chapitre 19. Ce à quoi se récréait monsieur le duc de Beaufort au donjon de Vincennes.
Le prisonnier qui faisait si grand peur à monsieur le cardinal, et dont les moyens d'évasion troublaient le repos de toute la cour, ne se doutait guère de tout cet effroi qu'à cause de lui on ressentait au palais royal. Il se voyait si admirablement gardé qu'il avait reconnu l'inutilité de ses tentatives. Toute sa vengeance consistait à lancer nombre d'imprécations et d'injures contre le Mazarin. Il avait même essayé de faire des couplets, mais il y avait bien vite renoncé. En effet, M. de Beaufort non seulement n'avait pas reçu du ciel le don d'aligner des vers, mais encore ne s'exprimait souvent en prose qu'avec la plus grande peine du monde. Aussi, Blot, le chansonnier de l'époque, disait-il de lui: « Dans un combat, il brille, il tonne, on le redoute avec raison, mais de la façon qu'il raisonne, on le prendrait pour un oison. Gaston, pour faire une harangue, éprouve bien moins d'embarras. Pourquoi Beaufort n'a-t-il la langue? Pourquoi Gaston n'a-t-il le bras? » Ceci posé, on comprend que le prisonnier se soit borné aux injures et aux imprécations. Le duc de Beaufort était petit-fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, aussi bon, aussi brave, aussi fier et surtout aussi gascon que son aïeul, mais beaucoup moins lettré. Après avoir été pendant quelque temps, à la mort du roi Louis XIII, le favori, l'homme de confiance, le premier à la cour enfin, un jour il lui avait fallu céder la place à Mazarin, et il s'était trouvé le second. Et le lendemain, comme il avait eu le mauvais esprit de se fâcher de cette transposition et l'imprudence de le dire, la reine l'avait fait arrêter et conduire à Vincennes par ce même Guitaut que nous avons vu apparaître au commencement de cette histoire, et que nous aurons l'occasion de retrouver. Bien entendu, qui dit la reine, dit Mazarin. Non seulement on s'était débarrassé ainsi de sa personne et de ses prétentions, mais encore on ne comptait plus avec lui, tout prince populaire qu'il était, et depuis 5 ans il habitait une chambre fort peu royale au donjon de Vincennes. Cet espace de temps qui eût mûri les idées de tout autre que M. de Beaufort avait passé sur sa tête sans y opérer aucun changement. Un autre, en effet, eût réfléchi que, s'il n'avait pas accepté de braver le cardinal, de mépriser les princes et de marcher seul sans autre acolyte, comme dit le cardinal de Retz, que quelques mélancoliques qui avaient l'air de songes creux, il aurait eu, depuis 5 ans, ou sa liberté, ou des défenseurs. Ces considérations ne se présentèrent probablement pas même à l'esprit du duc, que sa longue réclusion ne fit au contraire qu'affermir davantage dans sa mutinerie, et chaque jour le cardinal reçut des nouvelles de lui qui étaient on ne peut plus désagréables pour son éminence. Après avoir échoué en poésie, M. de Beaufort avait essayé de la peinture. Il dessinait avec du charbon les traits du cardinal, et, comme ses talents assez médiocres en cet art ne lui permettaient pas d'atteindre à une grande ressemblance, pour ne pas laisser de doute sur l'original du portrait, il écrivait au-dessous « Ritratto del illustrissimo Facchino Mazzarini ». M. de Chavigny, prévenu, vint faire une visite au duc et le pria de se livrer à un autre passe-temps, ou tout au moins de faire des portraits sans légende. Le lendemain, la chambre était pleine de légendes et de portraits. M. de Beaufort, comme tous les prisonniers, au reste, ressemblait fort aux enfants qui ne s'entêtent qu'aux choses qu'on lui défend. M. de Chavigny fut prévenu de ce surcroît de profil. M. de Beaufort, pas assez sûr de lui pour risquer la tête de face, avait fait de sa chambre une véritable salle d'exposition. Cette fois, le gouverneur ne dit rien. Mais un jour que M. de Beaufort jouait à la paume, il fit passer l'éponge sur tous ses dessins et peindre la chambre à la détrempe. M. de Beaufort remercia M. de Chavigny, qui avait la bonté de lui remettre ses cartons à neuf, et cette fois il divisa sa chambre en compartiments, et consacra chacun de ces compartiments à un trait de la vie du cardinal Mazarin. Le premier devait représenter l'illustrissime faquin Mazarini, recevant une volée de coups de bâton du cardinal Bentivoglio, dont il avait été le domestique. Le second, l'illustrissime faquin Mazzarini,
jouant le rôle d'Ignace de Loyola dans la tragédie de ce nom. Le troisième, l'illustrissime Faquin Mazzarini, volant le portefeuille de Premier ministre à M. de Chavigny, qui croyait déjà le tenir. Enfin, le quatrième, l'illustrissime Faquin Mazzarini, refusant des draps à la porte, valet de chambre de Louis XIV, et disant que c'est assez, pour un roi de France, de changer de drap tous les trimestres. C'étaient là de grandes compositions, et qui dépassaient certainement la mesure du talent du prisonnier. Aussi s'était-il contenté de tracer les cadres et de mettre les inscriptions. Mais les cadres et les inscriptions suffirent pour éveiller la susceptibilité de M. de Chavigny, lequel fit prévenir M. de Beaufort que s'il ne renonçait pas au tableau projeté, il lui enlèverait tout moyen d'exécution. M. de Beaufort répondit que, puisqu'on lui ôtait la chance de se faire une réputation dans les armes, il voulait s'en faire une dans la peinture, et que, ne pouvant être un Bayard ou un Trivulus, il voulait devenir un Michel-Ange ou un Raphaël. Un jour que M. de Beaufort se promenait au préau, on enleva son feu ses charbons, avec son charbon ses cendres, de sorte qu'en rentrant, il ne trouva plus le plus petit objet dont il pût faire un crayon. M. de Beaufort jura, tempêta, hurla, dit qu'on voulait le faire mourir de froid et d'humidité, comme étaient morts Puylaurens, le maréchal Ornano et le grand prieur de Vendôme. Ce à quoi M. de Chavigny répondit qu'il n'avait qu'à donner sa parole de renoncer au dessin ou promettre de ne point faire de peinture historique, et qu'on lui rendrait du bois et tout ce qu'il fallait pour l'allumer. M. de Beaufort ne voulut pas donner sa parole, et il resta sans feu pendant tout le reste de l'hiver. De plus, pendant une des sorties du prisonnier, on gratta les inscriptions, et la chambre se retrouva blanche et nue, sans la moindre trace de fresque. M. de Beaufort alors acheta à l'un de ses gardiens un chien nommé Pistache. Rien ne s'opposant à ce que les prisonniers eussent un chien, M. de Chavigny autorisa que le quadrupède changeât de maître. M. de Beaufort restait quelquefois des heures entières enfermé avec son chien. On se doutait bien que pendant ces heures le prisonnier s'occupait de l'éducation de Pistache, mais on ignorait dans quelle voie il la dirigeait. Un jour, Pistache se trouvant suffisamment dressé, M. de Beaufort invita M. de Chavigny et les officiers de Vincennes à une grande représentation qu'il donna dans sa chambre. Les invités arrivèrent, la chambre était éclairée d'autant de bougies qu'avait pu s'en procurer M. de Beaufort. Les exercices commencèrent. Le prisonnier, avec un morceau de plâtre détaché de la muraille, avait tracé au milieu de la chambre une longue ligne blanche représentant une corde. Pistache, au premier ordre de son maître, se plaça sur cette ligne, se dressa sur ses pattes de derrière et, tenant une baguette à battre les habits entre ses pattes de devant, il commença à suivre la ligne avec toutes les contorsions que fait un danseur de corde. Puis, après avoir parcouru 2 ou 3 fois en avant et en arrière la longueur de la ligne, il rendit la baguette à M. de Beaufort et recommença les mêmes évolutions sans balancier. L'intelligent animal fut criblé d'applaudissements. Le spectacle était divisé en 3 parties. La première achevée, on passa à la seconde. Il s'agissait d'abord de dire l'heure qu'il était. M. de Chavigny montra sa montre à Pistache. Il était 6h30. Pistache leva et baissa la patte 6 fois et, à la 7e, resta la patte en l'air. Il était impossible d'être plus clair. Un cadran solaire n'aurait pas mieux répondu. Comme chacun sait, le cadran solaire a le désavantage de ne dire l'heure que tant que le soleil luit. Ensuite, il s'agissait de reconnaître devant toute la société quel était le meilleur geôlier de toutes les prisons de France. Le chien fit 3 fois le tour du cercle et alla se coucher de la façon la plus respectueuse du monde aux pieds de M. de Chavigny. M. de Chavigny fit semblant de trouver la plaisanterie charmante et rit du bout des dents. Quand il eut fini de rire, il se mordit les lèvres et commença de froncer le sourcil. Enfin, M. de Beaufort posa à Pistache cette question si difficile à résoudre, à savoir, quel était le plus grand voleur du monde connu. Pistache, cette fois, fit le tour de la chambre, mais ne s'arrêta à personne, et, s'en allant à la porte, il se mit à gratter et à se plaindre. « Voyez, messieurs, dit le prince, cet intéressant animal
ne trouvant pas ici ce que je lui demande, va chercher dehors. Mais soyez tranquille, vous ne serez pas privé de sa réponse pour cela. Pistache, mon ami, continua le duc, venez ici. Le chien obéit. Le plus grand voleur du monde connu, reprit le prince. Est-ce monsieur le secrétaire du roi le Camus, qui est venu à Paris avec 20 livres et qui possède maintenant 10 millions? Le chien secoua la tête en signe de négation. Est-ce, continua le prince, monsieur le surintendant d'Emery, qui a donné à monsieur Thoré, son fils, en le mariant, 300 000 livres de rente et un hôtel près duquel les Tuileries sont une masure et le Louvre une bicoque? Le chien secoua la tête en signe de négation. Ce n'est pas encore lui, reprit le prince. Voyons, cherchons bien. Serait-ce, par hasard, l'illustrissime Facino Mazzarini di Piscina, hein? Le chien fit désespérément signe que oui, en se levant et en baissant la tête 8 ou 10 fois de suite. Messieurs, vous le voyez, dit M. de Beaufort aux assistants, qui cette fois n'osèrent pas même rire du bout des dents. L'illustrissime Facino Mazzarini di Piscina est le plus grand voleur du monde connu. C'est Pistache qui le dit, du moins. Passons à un autre exercice. Messieurs, continua le duc de Beaufort, profitant d'un grand silence qui se faisait pour produire le programme de la 3e partie de la soirée. Vous vous rappelez tous que M. le duc de Guise avait appris à tous les chiens de Paris à sauter pour mademoiselle de Pons, qu'il avait proclamée la belle des belles. Eh bien, messieurs, ce n'était rien, car ces animaux obéissaient machinalement, ne sachant point faire de dissidence. M. de Beaufort voulait dire différence. Entre ceux pour lesquels il devait sauter et ceux pour lesquels il ne le devait pas. Pistache va vous montrer, ainsi qu'à monsieur le gouverneur, qu'il est fort au-dessus de ses confrères. Monsieur de Chavigny, ayez la bonté de me prêter votre canne. Monsieur de Chavigny prêta sa canne à monsieur de Beaufort. Monsieur de Beaufort la plaça horizontalement à la hauteur d'un pied. Pistache, mon ami, dit-il, faites-moi le plaisir de sauter pour madame de Montbazon. Tout le monde se mit à rire. On savait qu'au moment où il avait été arrêté, M. de Beaufort était l'amant déclaré de madame de Montbazon. Pistache ne fit aucune difficulté et sauta joyeusement par-dessus la canne. Mais, dit M. de Chavigny, il me semble que Pistache fait juste ce que faisaient ses confrères quand ils sautaient pour mademoiselle de Pons. Attendez, dit le prince. Pistache, mon ami, dit-il, sautez pour la reine. Et il haussa la canne de 6 pouces. Le chien sauta respectueusement par-dessus la canne. Pistache, mon ami, continua le duc en haussant la canne de 6 pouces, sautez pour le roi. Le chien prit son élan et, malgré la hauteur, sauta légèrement par-dessus. Et maintenant, attention, reprit le duc en baissant la canne presque au niveau de terre. Pistache, mon ami, sautez pour l'illustrissime Facino Mazzarini di Piscina. Le chien tourna le derrière à la canne. Eh bien, qu'est-ce que cela? Dit M. de Beaufort en décrivant un demi-cercle de la queue à la tête de l'animal et en lui présentant de nouveau la canne. Sautez donc, monsieur Pistache. Mais Pistache, comme la première fois, fit un demi-tour sur lui-même et présenta le derrière à la canne. M. de Beaufort fit la même évolution et répéta la même phrase. Mais cette fois, la patience de Pistache était à bout. Il se jeta avec fureur sur la canne, l'arracha des mains du prince et la brisa entre ses dents. M. de Beaufort lui prit les 2 morceaux de la gueule et, avec un grand sérieux, les rendit à M. de Chavigny en lui faisant force excuse et en lui disant que la soirée était finie. Mais que s'il voulait bien, dans 3 mois, assister à une autre séance, Pistache aurait appris de nouveaux tours. 3 jours après, Pistache était empoisonné. On chercha le coupable, mais, comme on le pense bien, le coupable demeura inconnu. M. de Beaufort lui fit élever un tombeau avec cette épitaphe. Sigi Pistache.
un des chiens les plus intelligents qui ait jamais existé. Il n'y avait rien à dire de cet éloge. M. de Chavigny ne put l'empêcher. Mais alors le duc dit bien haut qu'on avait fait sur son chien l'essai de la drogue dont on devait se servir pour lui, et un jour, après son dîner, il se mit au lit en criant qu'il avait des coliques et que c'était le Mazarin qui l'avait fait empoisonner. Cette nouvelle espièglerie revint aux oreilles du cardinal et lui fit grand-peur. Le donjon de Vincennes passait pour fort malsain. Madame de Rambouillet avait dit que la chambre dans laquelle étaient morts Puylaurens, le maréchal Ornano et le grand prieur de Vendôme valait son pesant d'arsenic, et le mot avait fait fortune. Il ordonna donc que le prisonnier ne mangeât plus rien sans qu'on fît l'essai du vin et des viandes. Ce fut alors que l'exempt, la ramée, fut placé près de lui à titre de dégustateur. Cependant, M. de Chavigny n'avait point pardonné au duc les impertinences qu'avait déjà expiées l'innocent Pistache. M. de Chavigny était une créature du feu cardinal. On disait même que c'était son fils. Il devait donc quelque peu se connaître en tyrannie. Il se mit à rendre ses noises à M. de Beaufort. Il lui enleva ce qu'on lui avait laissé jusqu'alors de couteaux de fer et de fourchettes d'argent. Il lui fit donner des couteaux d'argent et des fourchettes de bois. M. de Beaufort se plaignit. M. de Chavigny lui fit répondre qu'il venait d'apprendre que le cardinal, ayant dit à madame de Vendôme que son fils était au donjon de Vincennes pour toute sa vie, il avait craint qu'à cette désastreuse nouvelle, son prisonnier ne se portât à quelque tentative de suicide. 15 jours après, M. de Beaufort trouva 2 rangées d'arbres gros comme le petit doigt plantés sur le chemin qui conduisait au jeu de paume. Il demanda ce que c'était, et il lui fut répondu que c'était pour lui donner de l'ombre un jour. Enfin, un matin, le jardinier vint le trouver, et, sous la couleur de lui plaire, lui annonça qu'on allait faire pour lui des plants d'asperges. Or, comme chacun le sait, les asperges qui mettent aujourd'hui 4 ans à venir en mettaient 5 à cette époque où le jardinage était moins perfectionné. Cette civilité mit M. de Beaufort en fureur. Alors, M. de Beaufort pensa qu'il était temps de recourir à l'un de ses 40 moyens, et il essaya d'abord du plus simple, qui était de corrompre la ramée. Mais la ramée, qui avait acheté sa charge d'exempt 1500 écus, tenait fort à sa charge. Aussi, au lieu d'entrer dans les vues du prisonnier, alla-t-il tout courant prévenir M. de Chavigny. Aussitôt, M. de Chavigny mit 8 hommes dans la chambre même du prince, doubla les sentinelles et tripla les postes. À partir de ce moment, le prince ne marcha plus que comme les rois de théâtre, avec 4 hommes devant lui et 4 derrière, sans compter ceux qui marchaient en serre-file. M. de Beaufort rit beaucoup d'abord de cette sévérité, qui lui devenait une distraction. Il répéta tant qu'il put « Cela m'amuse, cela me diversifie ». M. de Beaufort voulait dire « Cela me divertit », mais, comme on sait, il ne disait pas toujours ce qu'il voulait dire. Puis il ajoutait « D'ailleurs, quand je voudrais me soustraire aux honneurs que vous me rendez, j'ai encore 39 autres moyens. » Mais cette distraction devint à la fin un ennui. Par fanfaronnade, mais de Beaufort tint bon 6 mois. Mais au bout de 6 mois, voyant toujours 8 hommes s'asseyant quand il s'asseyait, se levant quand il se levait, s'arrêtant quand il s'arrêtait, il commença à froncer le sourcil et à compter les jours. Cette nouvelle persécution amena une recrudescence de haine contre le Mazarin. Le prince jurait du matin au soir, ne parlant que de capilotades d'oreilles mazarines. C'était à faire frémir. Le cardinal, qui savait tout ce qui se passait à Vincennes, en enfonçait malgré lui sa barrette jusqu'au cou. Un jour, M. de Beaufort rassembla les gardiens, et malgré sa difficulté d'élocution devenue proverbiale, il leur fit ce discours qui, il est vrai, était préparé d'avance. « Messieurs, leur dit-il, souffrirez-vous donc qu'un petit-fils du bon roi Henri IV soit abreuvé d'outrage et d'ignominie, il voulait dire d'ignominie. Ventre saint-gris, comme disait mon grand-père.
J'ai presque régné dans Paris, savez-vous? J'ai eu en garde pendant tout un jour le roi et monsieur. La reine me caressait alors et m'appelait le plus honnête homme du royaume. Messieurs les bourgeois, maintenant, mettez-moi dehors. J'irai au Louvre, je tordrai le cou aux Mazarins. Vous serez mes gardes du corps. Je vous ferai tous officiers et avec de bonnes pensions. Ventre Saint-Gris. En avant, marche. Mais, si pathétique qu'elle fût, l'éloquence du petit-fils de Henri IV n'avait point touché ces cœurs de pierre. Pas un ne bougea. Ce que voyant, M. de Beaufort leur dit qu'ils étaient tous des gredins et s'en fit des ennemis cruels. Quelquefois, lorsque M. de Chavigny le venait voir, ce à quoi il ne manquait pas 2 ou 3 fois la semaine, le duc profitait de ce moment pour le menacer. « Que feriez-vous, monsieur, lui disait-il, si un beau jour vous voyiez apparaître une armée de Parisiens, tout bardés de fer et hérissés de mousquets, venant me délivrer ?» « Monseigneur, répondit M. de Chavigny en saluant profondément le prince, j'ai sur les remparts 20 pièces d'artillerie, et dans mes casemates 30 000 coups à tirer. Je les cartonnerai de mon mieux. Oui, mais quand vous auriez tiré vos 30 000 coups, ils prendraient le donjon, et le donjon pris, je serais forcé de les laisser vous pendre, ce dont je serais bien mari, certainement. Et à son tour, le prince salua M. de Chavigny avec la plus grande politesse. « Mais moi, monseigneur, reprenait M. de Chavigny, au premier croquant qui passerait le seuil de mes poternes, ou qui mettrait le pied sur mon rempart, je serais forcé, à mon bien grand regret, de vous tuer de ma propre main, attendu que vous m'êtes confié tout particulièrement, et que je vous dois rendre mort au vif. » Et il saluait son Altesse de nouveau. « Oui, continua le duc, mais comme bien certainement ces braves gens-là ne viendraient ici qu'après avoir un peu pendu M. Giulio Mazzarini, vous vous garderiez bien de porter la main sur moi, et vous me laisseriez vivre, de peur d'être tiré à 4 chevaux par les Parisiens, ce qui est bien plus désagréable encore que d'être pendu à aller. » Ces plaisanteries aigres-douces allaient ainsi 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes au plus, mais elles finissaient toujours ainsi. M. de Chavigny, se retournant vers la porte, « Holà, la ramée !» criait-il. La ramée entrait. « La ramée, » continuait M. de Chavigny, « je vous recommande tout particulièrement M. de Beaufort. Traitez-le avec tous les égards dus à son nom et à son rang, et à cet effet, ne le perdez pas un instant de vue. » Puis il se retirait en saluant M. de Beaufort avec une politesse ironique qui mettait celui-ci dans des colères bleues. La ramée était donc devenu le commensal obligé du prince, son gardien éternel, l'ombre de son corps, mais, il faut le dire, la compagnie de la ramée, joyeux vivant, franc convive, buveur reconnu, grand joueur de paume, bon diable au fond, et n'ayant pour M. de Beaufort qu'un défaut, celui d'être incorruptible, était devenu pour le prince plutôt une distraction qu'une fatigue. Malheureusement, il n'en était point de même pour maître la ramée, et quoiqu'il estimât à un certain prix l'honneur d'être enfermé avec un prisonnier de si haute importance, le plaisir de vivre dans la familiarité du petit-fils d'Henri IV ne compensait pas celui qu'il eût éprouvé à aller faire de temps en temps visite à sa famille. On peut être excellent exempt du roi, en même temps que bon père et bon époux. Or, maître la ramée adorait sa femme et ses enfants, qu'il ne faisait plus qu'entrevoir du haut de la muraille, lorsque, pour lui donner cette consolation paternelle et conjugale, il se venait promener de l'autre côté des fossés. Décidément, c'était trop peu pour lui, et la ramée sentait que sa joyeuse humeur, qu'il avait considérée comme la cause de sa bonne santé, sans calculer qu'au contraire, elle n'en était probablement que le résultat, ne tiendrait pas longtemps à un pareil régime. Cette conviction ne fit que croître dans son esprit, lorsque, peu à peu, les relations de M. de Beaufort et de M. de Chavigny s'étant aigries de plus en plus, ils cessèrent tout à fait de se voir. La ramée sentit alors la responsabilité peser plus forte sur sa tête, et, comme justement, par ces raisons que nous venons d'expliquer, il cherchait du soulagement, il accueillit très chaudement
l'ouverture que lui avait faite son ami, l'intendant du maréchal de Gramont, de lui donner un acolyte. Il en avait aussitôt parlé à m de Chavigny, lequel avait répondu qu'il ne s'y opposait en aucune manière, à la condition toutefois que le sujet lui convînt. Nous regardons comme parfaitement inutile de faire à nos lecteurs le portrait physique et moral de Grimaud. Si, comme nous l'espérons, ils n'ont pas tout à fait oublié la première partie de cet ouvrage, ils doivent avoir conservé un souvenir assez net de cet estimable personnage, chez lequel il ne s'était fait d'autre changement que d'avoir pris 20 ans de plus. Acquisition qui n'avait fait que le rendre plus taciturne et plus silencieux, quoique depuis le changement qui s'était opéré en lui, Athos lui eût rendu toute permission de parler. Mais à cette époque, il y avait déjà 12 ou 15 ans que Grimaud se taisait, et une habitude de 12 ou 15 ans est devenue une seconde nature. Chapitre 20. Grimaud entre en fonction. Grimaud se présenta donc avec ses dehors favorables au donjon de Vincennes. M. de Chavigny se piquait d'avoir l'œil infaillible, ce qui pourrait faire croire qu'il était véritablement le fils du cardinal de Richelieu, dont c'était aussi la prétention éternelle. Il examina donc avec attention le postulant, et conjectura que les sourcils rapprochés, les lèvres minces, le nez crochu et les pommettes saillantes de Grimaud étaient des indices parfaits. Il ne lui adressa que 12 paroles. Grimaud en répondit 4. « Voilà un garçon distingué, et je l'avais jugé tel, » dit M. de Chavigny. « Allez vous faire agréer de M. la Ramée, et dites-lui que vous me convenez sur tous les points. » Grimaud tourna sur ses talons et s'en alla passer l'inspection beaucoup plus rigoureuse de la Ramée. Ce qui le rendait plus difficile, c'est que M. de Chavigny savait qu'il pouvait se reposer sur lui, et que lui voulait pouvoir se reposer sur Grimaud. Grimaud avait juste les qualités qui peuvent séduire un exempt, qui désire un sous-exempt. Aussi, après 1000 questions qui n'obtinrent chacune qu'un quart de réponse, la Ramée, fascinée par cette sobriété de parole, se frotta les mains et enrôla Grimaud. « La consigne » demanda Grimaud. « La voici, de jamais laisser le prisonnier seul, lui ôter tout instrument piquant ou tranchant, l'empêcher de faire signe aux gens du dehors ou de causer trop longtemps avec ses gardiens. »« C'est tout » demanda Grimaud. « Tout pour le moment, » répondit la Ramée. « Des circonstances nouvelles, s'il y en a, amèneront de nouvelles consignes. »« Bon, » répondit Grimaud, et il entra chez M. le duc de Beaufort. Celui-ci était en train de se peigner la barbe, qu'il laissait pousser, ainsi que ses cheveux, pour faire pièce au Mazarin en étalant sa misère et en faisant parade de sa mauvaise mine. Mais, comme quelques jours auparavant il avait cru, du haut du donjon, reconnaître au fond d'un carrosse la belle madame de Montbazon, dont le souvenir lui était toujours cher, il n'avait pas voulu être pour elle ce qu'il était pour Mazarin. Il avait donc, dans l'espérance de la revoir, demandé un peigne de plomb qui lui avait été accordé. M. de Beaufort avait demandé un peigne de plomb parce que, comme tous les blonds, il avait la barbe un peu rouge. Il se la teignait en se la peignant. Grimaud, en entrant, vit le peigne que le prince venait de déposer sur la table. Il le prit en faisant une révérence. Le duc regarda cette étrange figure avec étonnement. La figure mit le peigne dans sa poche. « Holà, et qu'est-ce que cela ?» s'écria le duc. « Et quel est ce drôle ?» Grimaud ne répondit point, mais salua une seconde fois. « Es-tu muet ?» s'écria le duc. Grimaud fit signe que non. « Qu'es-tu alors ?»« Réponds, je te l'ordonne, » dit le duc. « Gardien, » répondit Grimaud. « Gardien ?» s'écria le duc. « Bien, il ne manquait que cette figure patibulaire à ma collection. Holà, la Ramée, quelqu'un !» La Ramée, appelée, accourut. Malheureusement pour le prince, il allait, se reposant sur Grimaud, se rendre à Paris. Il était déjà dans la cour et remonta mécontent. « Qu'est-ce, mon prince ?» demanda-t-il. « Quel est ce maraud qui prend mon peigne et qui le met dans sa poche ?» demanda M. de Beaufort. « C'est un de vos gardes, monseigneur, un garçon plein de mérite
et que vous apprécierez comme M. de Chavigny et moi, j'en suis sûr. Pourquoi me prend-il mon peigne? En effet, dit la ramée, pourquoi prenez-vous le peigne de monseigneur? Grimaud tira le peigne de sa poche, passa son doigt dessus, et, en regardant et montrant la grosse dent, se contenta de prononcer un seul mot. Piquant. C'est vrai, dit la ramée. Que dit cet animal? Demanda le duc. Que tout instrument piquant est interdit par le roi à monseigneur. Ah ça, dit le duc, êtes-vous fou, la ramée? Mais c'est vous-même qui me l'avez donné, ce peigne. Et grand tort j'ai eu, monseigneur, car en vous le donnant, je me suis mis en contravention avec ma consigne. Le duc regarda furieusement Grimaud, qui avait rendu le peigne à la ramée. Je prévois que ce drôle me déplaira énormément, murmura le prince. En effet, en prison, il n'y a pas de sentiment intermédiaire. Comme tout homme et chose vous est ou ami ou ennemi, on aime ou l'on hait quelquefois avec raison, mais bien plus souvent encore par instinct. Or, par ce motif infiniment simple que Grimaud, au premier coup d'œil, avait plu à M. de Chavigny et à la ramée, il devait, ses qualités aux yeux du gouverneur et de l'exempt, devenant des défauts aux yeux du prisonnier, déplaire tout d'abord à M. de Beaufort. Cependant, Grimaud ne voulut pas, dès le premier jour, rompre directement en visière avec le prisonnier. Il avait besoin, non pas d'une répugnance improvisée, mais d'une belle et bonne haine bien tenace. Il se retira donc pour faire place à 4 gardes qui, venant de déjeuner, pouvaient reprendre leur service près du prince. De son côté, le prince avait à confectionner une nouvelle plaisanterie sur laquelle il comptait beaucoup. Il avait demandé des écrevisses pour son déjeuner du lendemain et comptait passer la journée à faire une petite potence pour pendre la plus belle au milieu de sa chambre. La couleur rouge que devait lui donner la cuisson ne laisserait aucun doute sur l'allusion, et ainsi il aurait eu le plaisir de pendre le cardinal en effigie en attendant qu'il fût pendu en réalité, sans qu'on pût toutefois lui reprocher d'avoir pendu autre chose qu'une écrevisse. La journée fut employée aux préparatifs de l'exécution. On devient très enfant en prison, et M. de Beaufort était de caractère à le devenir plus que tout autre. Il alla se promener comme d'habitude, brisa 2 ou 3 petites branches destinées à jouer un rôle dans sa parade, et, après avoir beaucoup cherché, trouva un morceau de verre cassé, trouvaille qui parut lui faire le plus grand plaisir. Rentré chez lui, il effila son mouchoir. Aucun de ces détails n'échappa à l'œil investigateur de Grimaud. Le lendemain matin, la potence était prête, et afin de pouvoir la planter dans le milieu de la chambre, M. de Beaufort en effilait un des bouts avec son verre brisé. La ramée le regardait faire avec la curiosité d'un père qui pense qu'il va peut-être découvrir un joujou nouveau pour ses enfants, et les 4 gardes avec cet air de désœuvrement qui faisait à cette époque, comme aujourd'hui, le caractère principal de la physionomie du soldat. Grimaud entra comme le prince venait de poser son morceau de verre, quoiqu'il n'eût pas encore achevé d'effiler le pied de sa potence. Mais il s'était interrompu pour attacher le fil à son extrémité opposée. Il jeta sur Grimaud un coup d'œil où se révélait un reste de la mauvaise humeur de la veille. Mais comme il était d'avance très satisfait du résultat, que ne pouvait manquer d'avoir sa nouvelle invention, il n'y fit pas autrement attention. Seulement, quand il eut fini de faire un nœud à la marinière à un bout de son fil et un nœud coulant à l'autre, quand il eut jeté un regard sur le plat d'écrevisses et choisi de l'œil la plus majestueuse, il se retourna pour aller chercher son morceau de verre. Le morceau de verre avait disparu. « Qui m'a pris mon morceau de verre ?» demanda le prince, en fronçant le sourcil. Grimaud fit signe que c'était lui. « Comment? Toi encore? Et pourquoi me l'as-tu pris ?»« Oui, demanda la ramée. Pourquoi avez-vous pris le morceau de verre à son Altesse ?» Grimaud, qui tenait à la main le fragment de vitre, passa le doigt sur le fil et dit « Tranchant. »« C'est juste, monseigneur, dit la ramée. Ah, peste! Que nous avons acquis là un garçon précieux. »
Monsieur Grimaud, dit le prince, dans votre intérêt, je vous en conjure, ayez soin de ne jamais vous trouver à la portée de ma main. Grimaud fit la révérence et se retira au bout de la chambre. Chut, chut, monseigneur, dit la ramée. Donnez-moi votre petite potence, je vais les filer avec mon couteau. Vous, dit le duc en riant. Oui, moi. N'était-ce pas cela que vous désiriez? Sans doute. Tiens, au fait, dit le duc, ce sera plus drôle. Tenez, mon cher la ramée. La ramée, qui n'avait rien compris à l'exclamation du prince, effila le pied de la potence le plus proprement du monde. Là, dit le duc, maintenant faites-moi un petit trou en terre pendant que je vais aller chercher le patient. La ramée mit un genou en terre et creusa le sol. Pendant ce temps, le prince suspendit son écrevisse au fil. Puis il planta la potence au milieu de la chambre en éclatant de rire. La ramée aussi rit de tout son cœur, sans trop savoir de quoi il riait, et les gardes firent chorus. Grimaud seul ne rit pas. Il s'approcha de la ramée, et, lui montrant l'écrevisse qui tournait au bout de son fil, « Cardinal, dit-il. »« Pendu par son Altesse le duc de Beaufort, reprit le prince en riant plus fort que jamais, et par maître Jacques Chrysostome, la ramée, exempte du roi. » La ramée poussa un cri de terreur et se précipita vers la potence, qu'il arracha de terre, qu'il mit incontinent en morceaux, et dont il jeta les morceaux par la fenêtre. Il allait en faire autant de l'écrevisse, tant il avait perdu l'esprit, lorsque Grimaud la lui prit des mains. « Bonne à manger, dit-il, et il la mit dans sa poche. Cette fois, le duc avait pris si grand plaisir à cette scène qu'il pardonna presque à Grimaud le rôle qu'il avait joué. Mais comme, dans le courant de la journée, il réfléchit à l'intention qu'avait eue son gardien, et qu'au fond, cette intention lui parut mauvaise, il sentit sa haine pour lui s'augmenter d'une manière sensible. Mais l'histoire de l'écrevisse n'en eut pas moins, au grand désespoir de la ramée, un immense retentissement dans l'intérieur du donjon, et même au dehors. M. de Chavigny, qui au fond du cœur détestait fort le cardinal, eut soin de conter l'anecdote à 2 ou 3 amis bien intentionnés, qui la répandirent à l'instant même. Cela fit passer 2 ou 3 bonnes journées à M. de Beaufort. Cependant, le duc avait remarqué parmi ses gardes un homme porteur d'une assez bonne figure, et il l'amadouait d'autant plus qu'à chaque instant Grimaud lui déplaisait davantage. Or, un matin qu'il avait pris cet homme à part, et qu'il était parvenu à lui parler quelque temps en tête-à-tête, Grimaud entra, regarda ce qui se passait, puis s'approchant respectueusement du garde et du prince, il prit le garde par le bras. « Que me voulez-vous » demanda brutalement le duc. Grimaud conduisit le garde à 4 pas et lui montra la porte. « Allez, dit-il. Le garde obéit. « Oh, mais, s'écria le prince, vous m'êtes insupportable. Je vous châtierai. » Grimaud salua respectueusement. « Monsieur l'espion, je vous romprai les os, s'écria le prince exaspéré. Grimaud salua en reculant. « Monsieur l'espion, continua le duc, je vous étranglerai de mes propres mains. » Grimaud salua en reculant toujours. « Et cela, reprit le prince, qui pensait qu'autant valait en finir de suite, pas plus tard qu'à l'instant même. Et il étendit ses 2 mains crispées vers Grimaud, qui se contenta de pousser le garde dehors et de fermer la porte derrière lui. En même temps, il sentit les mains du prince qui s'abaissaient sur ses épaules, pareilles à 2 tenailles de fer. Il se contenta, au lieu d'appeler ou de se défendre, d'amener lentement son index à la hauteur de ses lèvres et de prononcer à demi-voix, en colorant sa figure de son plus charmant sourire, le mot « Chut !» C'était une chose si rare de la part de Grimaud qu'un geste, qu'un sourire et qu'une parole, que son Altesse s'arrêta tout court, au comble de la stupéfaction. Grimaud profita de ce moment pour tirer de la doublure de sa veste un charmant petit billet à cachet aristocratique auquel sa longue station dans les habits de Grimaud
n'avait pu faire perdre entièrement son premier parfum, et le présenta au duc sans prononcer une parole. Le duc, de plus en plus étonné, lâcha Grimaud, prit le billet et, reconnaissant l'écriture, « De madame de Montbazon » s'écria-t-il. Grimaud fit signe de la tête que oui. Le duc déchira rapidement l'enveloppe, passa sa main sur ses yeux, tant il était ébloui, et lut ce qui suit. « Mon cher duc, vous pouvez vous fier entièrement au brave garçon qui vous remettra ce billet, car c'est le valet d'un gentilhomme qui est à nous, et qui nous l'a garanti comme éprouvé par 20 ans de fidélité. Il a consenti à entrer au service de votre exempte et à s'enfermer avec vous à Vincennes, pour préparer et aider à votre fuite, de laquelle nous nous occupons. Le moment de la délivrance approche. Prenez patience et courage, en songeant que, malgré le temps et l'absence, tous vos amis vous ont conservé les sentiments qu'ils vous avaient voués. Votre toute et toujours affectionnée Marie de Montbazon. PS. Je signe en toutes lettres, car ce serait par trop de vanité de penser qu'après 5 ans d'absence, vous reconnaîtriez mes initiales. Le duc demeura un instant étourdi. Ce qu'il cherchait depuis 5 ans, sans avoir pu le trouver, c'est-à-dire un serviteur, un aide, un ami, lui tombait tout à coup du ciel au moment où il s'y attendait le moins. Il regarda Grimaud avec étonnement et revint à sa lettre, qu'il relut d'un bout à l'autre. « Oh, chère Marie !» murmura-t-il, quand il eut fini. « C'est donc bien elle que j'avais aperçue au fond de son carrosse. Comment elle pense encore à moi après 5 ans de séparation. Morbleu, voilà une constance comme on n'en voit que dans l'Astrée. » Puis, se retournant vers Grimaud, « Et toi, mon brave garçon, ajouta-t-il, tu consens donc à nous aider ?» Grimaud fit signe que oui. « Et tu es venu ici pour cela ?» Grimaud répéta le même signe. « Et moi qui voulais t'étrangler !» s'écria le duc. Grimaud se prit à sourire. « Mais attends, dit le duc, et il fouilla dans sa poche. « Attends, continua-t-il en renouvelant l'expérience infructueuse une première fois. Il ne sera pas dit qu'un pareil dévouement pour un petit-fils de Henri IV restera sans récompense. » Le mouvement du duc de Beaufort dénonçait la meilleure intention du monde, mais une des précautions qu'on prenait à Vincennes était de ne pas laisser d'argent aux prisonniers. Sur quoi, Grimaud, voyant le désappointement du duc, tira de sa poche une bourse pleine d'or et la lui présenta. « Voilà ce que vous cherchez, dit-il. » Le duc ouvrit la bourse et voulut la vider entre les mains de Grimaud, mais Grimaud secoua la tête. « Merci, monseigneur, » ajouta-t-il en se reculant. « Je suis payé. » Le duc tombait de surprise en surprise. Le duc lui tendit la main. Grimaud s'approcha et la lui baisa respectueusement. Les grandes manières d'Athos avaient déteint sur Grimaud. « Et maintenant, demanda le duc, qu'allons-nous faire ? » « Il est 11 heures du matin, reprit Grimaud, que monseigneur, à 2 heures, demande à faire une partie de paume avec la ramée et envoie 2 ou 3 balles par-dessus les remparts. Eh bien, après, monseigneur s'approchera des murailles et écrira à un homme qui travaille dans les fossés de les lui renvoyer. »« Je comprends, » dit le duc. Le visage de Grimaud parut exprimer une vive satisfaction. Le peu d'usage qu'il faisait d'habitude de la parole lui rendait la conversation difficile. Il fit un mouvement pour se retirer. « Ah, ça, dit le duc, tu ne veux donc rien accepter ? Je voudrais que monseigneur me fît une promesse. »« Laquelle ? Parle. »« C'est que, lorsque nous nous sauverons, je passerai toujours et partout le premier, car si l'on rattrape monseigneur, le plus grand risque qu'il court est d'être réintégré dans sa prison, tandis que si l'on m'attrape, moi, le moins qui puisse m'arriver, c'est d'être pendu. »« C'est trop juste, dit le duc, et, foi de gentilhomme, il sera fait comme tu demandes. »« Maintenant, dit Grimaud, je n'ai plus qu'une chose à demander à monseigneur.
c'est qu'il continue de me faire l'honneur de me détester comme auparavant. Je tâcherai, dit le duc. On frappa à la porte. Le duc mit son billet et sa bourse dans sa poche et se jeta sur son lit. On savait que c'était sa ressource dans ces grands moments d'ennui. Grimaud alla ouvrir. C'était la Ramée qui venait de chez le cardinal, où s'était passée la scène que nous avons racontée. La Ramée jeta un regard investigateur autour de lui, et, voyant toujours les mêmes symptômes d'antipathie entre le prisonnier et son gardien, il sourit, plein d'une satisfaction intérieure. Puis, se retournant vers Grimaud. « Bien, mon ami, lui dit-il, bien. Il vient d'être parlé de vous en bon lieu, et vous aurez bientôt, je l'espère, des nouvelles qui ne vous seront point désagréables. » Grimaud salua d'un air qu'il tâcha de rendre gracieux et se retira, ce qui était son habitude quand son supérieur entrait. « Eh bien, monseigneur, dit la Ramée avec son gros rire, vous boudez donc toujours ce pauvre garçon ? Ah, c'est vous, la Ramée, dit le duc. Ma foi, il était temps que vous arrivassiez. Je m'étais jeté sur mon lit et j'avais tourné le nez au mur pour ne pas céder à la tentation de tenir ma promesse en étranglant ce scélérat de Grimaud. Je doute pourtant, dit la Ramée en faisant une spirituelle allusion au mutisme de son subordonné, qu'il ait dit quelque chose de désagréable à votre Altesse. Je le crois par Dieu bien, un muet d'Orient. Je vous jure qu'il était temps que vous revinssiez, la Ramée, et que j'avais hâte de vous revoir. Monseigneur est trop bon, dit la Ramée, flatté du compliment. Oui, continua le duc, en vérité, je me sens aujourd'hui d'une maladresse qui vous fera plaisir à voir. Nous ferons donc une partie de paume, dit machinalement la Ramée. Si vous le voulez bien. Je suis aux ordres de monseigneur. C'est-à-dire, mon cher la Ramée, dit le duc, que vous êtes un homme charmant et que je voudrais demeurer éternellement à Vincennes pour avoir le plaisir de passer ma vie avec vous. Monseigneur, dit la Ramée, je crois qu'il ne tiendra pas au cardinal que vos souhaits ne soient accomplis. Comment cela? L'avez-vous vu depuis peu? Il m'a envoyé quérir ce matin. Vraiment? Pour vous parler de moi? De quoi voulez-vous qu'il me parle? En vérité, monseigneur, vous êtes son cauchemar. Le duc sourit amèrement. Ah, dit-il, si vous acceptiez mes offres, la Ramée. Allons, monseigneur, voilà encore que nous allons reparler de cela. Mais vous voyez bien que vous n'êtes pas raisonnable. La Ramée, je vous ai dit, et je vous répète encore, que je ferai votre fortune. Avec quoi? Vous ne serez pas plutôt sorti de prison que vos biens seront confisqués. Je ne serai pas plutôt sorti de prison que je serai maître de Paris. Chut, chut donc. Eh bien. Mais est-ce que je puis entendre des choses comme cela? Voilà une belle conversation à tenir à un officier du roi. Je vois bien, monseigneur, qu'il faudra que je cherche un second Grimaud. Allons, n'en parlons plus. Ainsi, il a été question de moi entre toi et le cardinal. La Ramée, tu devrais un jour qu'il te fera demander me laisser mettre tes habits. J'irai à ta place, je l'étranglerai, et, foi de gentilhomme, si c'était une condition, je reviendrais me mettre en prison. Monseigneur, je vois bien qu'il faut que j'appelle Grimaud. J'ai tort. Et que t'a-t-il dit, le cuistre? Je vous passe le mot, monseigneur, dit la Ramée, d'un air fin, parce qu'il rime avec ministre. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit de vous surveiller. Et pourquoi cela me surveiller? Demanda le duc inquiet. Parce qu'un astrologue a prédit que vous vous échapperiez. Ah, un astrologue a prédit cela? Dit le duc en tressaillant malgré lui. Oh mon Dieu, oui. Ils ne savent que s'imaginer. Ma parole d'honneur, pour tourmenter les honnêtes gens, ces imbéciles de magiciens. Et qu'as-tu répondu à l'illustrissime éminence? Que si l'astrologue en question faisait des almanachs, je ne lui conseillerais pas d'en acheter. Pourquoi? Parce que, pour vous sauver, il faudrait que vous devinssiez Pinson ou Roitelet. Et tu as bien raison, malheureusement. Allons faire une partie de paume, la Ramée. Monseigneur,
j'en demande bien pardon à votre Altesse, mais il faut qu'elle m'accorde une demi-heure. Et pourquoi cela? Parce que monseigneur Mazarin est plus fier que vous, quoiqu'il ne soit pas tout à fait de si bonne naissance, et qu'il a oublié de m'inviter à déjeuner. Eh bien, veux-tu que je te fasse apporter à déjeuner ici? Non pas, monseigneur. Il faut vous dire que le pâtissier qui demeurait en face du château, et qu'on appelait le père Marteau, eh bien, il y a 8 jours qu'il a vendu son fonds à un pâtissier de Paris, à qui les médecins, à ce qu'il paraît, ont recommandé l'air de la campagne. Eh bien, qu'est-ce que cela me fait, à moi? Attendez donc, monseigneur, de sorte que ce damné pâtissier a devant sa boutique une masse de choses qui vous font venir l'eau à la bouche. Gourmand. Eh, mon Dieu, monseigneur, reprit la ramée, on n'est pas gourmand parce qu'on aime à bien manger. Il est dans la nature de l'homme de chercher la perfection dans les pâtés comme dans les autres choses. Or, ce gueux de pâtissier, il faut vous dire, monseigneur, que quand il m'a vu m'arrêter devant son étalage, il est venu à moi, la langue tout enfarinée, et m'a dit « Monsieur la ramée, il faut me faire avoir la pratique des prisonniers du donjon. » J'ai acheté l'établissement de mon prédécesseur parce qu'il m'a assuré qu'il fournissait le château. Et cependant, sur mon honneur, monsieur la ramée, depuis 8 jours que je suis établi, monsieur de Chavigny ne m'a pas fait acheter une tartelette. Mais, lui ai-je dit alors, c'est probablement que monsieur de Chavigny craint que votre pâtisserie ne soit pas bonne. Pas bonne, ma pâtisserie? Eh bien, monsieur la ramée, je veux vous en faire juge, et cela à l'instant même. Je ne peux pas, lui ai-je répondu. Il faut absolument que je rentre au château. Eh bien, a-t-il dit, allez à vos affaires, puisque vous paraissez pressé, mais revenez dans une demi-heure. Dans une demi-heure? Oui. Avez-vous déjeuné? Ma foi, non. Eh bien, voici un pâté qui vous attendra avec une bouteille de vieux Bourgogne. Et vous comprenez, monseigneur, comme je suis à jeun, je voudrais, avec la permission de votre Altesse... Et la ramée s'inclina. Va donc, animal, dit le duc, mais fais attention que je ne te donne qu'une demi-heure. Puis-je promettre votre pratique au successeur du père Marteau, monseigneur? Oui, pourvu qu'il ne mette pas de champignons dans ses pâtés. Tu sais, ajouta le prince, que les champignons du bois de Vincennes sont mortels à ma famille. La ramée sortit sans relever l'allusion, et 5 minutes après sa sortie, l'officier de garde entra sous prétexte de faire honneur au prince en lui tenant compagnie, mais en réalité pour accomplir les ordres du cardinal qui, ainsi que nous l'avons dit, recommandait de ne pas perdre le prisonnier de vue. Mais pendant les 5 minutes qu'il était resté seul, le duc avait eu le temps de relire le billet de madame de Montbazon, lequel prouvait au prisonnier que ses amis ne l'avaient pas oublié et s'occupaient de sa délivrance. De quelle façon? Il l'ignorait encore, mais il se promettait bien, quel que fût son mutisme, de faire parler Grimaud, dans lequel il avait une confiance d'autant plus grande qu'il se rendait maintenant compte de toute sa conduite, et qu'il comprenait qu'il n'avait inventé toutes les petites persécutions dont il poursuivait le duc que pour ôter à ses gardiens toute idée qu'il pouvait s'entendre avec lui. Cette ruse donna au duc une haute idée de l'intellect de Grimaud, auquel il résolut de se fier entièrement.